semaine d'actualités socio-politiques qui se décryptent sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 20 août 2022, au cours duquel nous parlerons essentiellement de la réforme du système partisan. Nous parlerons de la suspension des activités de l'ex-UDBN avec le bloc républicain. Nous parlerons de la démission de Karmat Fagoum du bloc républicain pour ensuite adhérer au Parti du Renouveau démocratique PRD. Et nous parlerons de la fusion UP-PRD. Pour en parler ce samedi, chers amis internautes, je reçois pour vous le consultant politique, analyste politique, chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican. Il sera face à Alain Adiou, acteur politique, ancien ministre de la République. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Alain Adiou. Bonjour. Bonjour, cher ami, et bonjour aux téléspectateurs. Et internautes. Voilà, et internautes. Merci d'avoir accepté l'invitation, malgré l'agenda. Oui, mais c'est moi qui suis toujours heureux d'être invité par vous. Merci beaucoup. C'est pas facile aussi pour Agapit Napoléon Maforican de vous avoir. Le plaisir est toujours renouvelé. Merci également d'être là, Agapit. Bonjour. Alors, Alain Adiou, nous sommes en pleine expérimentation de la réforme du système partisan. Cette semaine, on a eu des faits qui nous permettent de véritablement commenter cette réforme-là. Nous avons la suspension des activités de l'ex-UDBN avec le bloc républicain. Vous, en tant qu'acteur politique, comment analysez-vous ceci? Cette semaine, je dirais même depuis la démission de Djogwenou, de la tête de la Cour constitutionnelle, nous sommes assommés d'informations, d'actions, et c'est pas mauvais. Ça nous nourrit, ça c'est pas mauvais. Peut-être que je vais vous surprendre. J'avais déjà dit depuis le début, avec le président Talon, les diagnostics sont bons. Parce que généralement, ce sont des diagnostics qu'il n'a pas tout seul posé, qu'il n'a pas tout seul fait. Donc les diagnostics sont toujours bons, très objectifs, très pertinents. Mais les solutions ont de grandes faiblesses, pour moi en tout cas. Vous avez dit que nous allons parler essentiellement du système partisan. Le diagnostic qui a conduit à la réforme du système partisan, ce diagnostic, il est bon. Mais la solution trouvée, actuellement en interrogation majeure, pour moi, montre que ce qui a été entamé depuis 2019 n'est pas la bonne solution. J'ai l'impression que les partis politiques sont constitués sur la base des amitiés, des humains, des hommes, des connaissances des uns des autres, pas sur des bases de conviction, d'ensemble d'idées logiques, donc d'idéologie. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Alors, Agapit Napoléon Maforican, vous avez écouté à l'instant Alain Adiou qui estime que, avec le président Patrice Talon, le diagnostic fait l'unanimité, mais ce sont les solutions apportées qui font objet de polémiques et de controverses. Les solutions ne peuvent jamais être consensuelles. Je suis de ceux qui estiment que dans une communauté, on ne peut pas être d'accord avec toutes les méthodes, avec toutes les solutions, avec toutes les approches. Le diagnostic, lui, il se passe de tout commentaire puisque c'est des faits. Mais le chemin pour y arriver pose toujours problème parce qu'il y a toujours plusieurs chemins. On dit toujours que c'est plusieurs chemins qui mènent à Rome, dit-on. Donc, c'est sûr que les solutions ne peuvent pas être toujours faire l'objet de consensus. La question est toujours de savoir qui prend. Est-ce celui qui opte pour les solutions, celui qui choisit est habilité à le faire. Et dans le cas d'espèce, nous parlons du système partisan. Il ne faut pas qu'on concentre sur Patrice Talon. Le problème qui se pose aujourd'hui, et ce dont nous parlons ce week-end, c'est ce qui se passe au niveau des partis. Et moi, j'ai eu la faiblesse de dire très tôt que nous sommes dans une longue transition. On a une transition. Pour moi, le vrai départ, c'est le 2026. Patrice Talon est l'incubateur. C'est celui qui a lancé tous ces mouvements dont tout le monde a rêvé pendant longtemps. Et aujourd'hui, je pense que ce qui se passe est logique. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? En 2018, les gens ont dit qu'il faut se regrouper. Donc, c'est vrai que c'est peut-être de la vérité. Puis on n'a pas d'idéologie. Les affaires libérales, social-démocrates, moi, je ne crois pas à ça. Il y a les personnalités. Je connais la vision sociale du ministre Adiou. Ça, c'est sûr, parce qu'il a traîné sur des années dans ses prises de position
dans sa manière de fonctionner, on sait que c'est un homme qui s'est positionné à un niveau donné du point de vue idéologique. Bruno Amoussou, Lazare Sewito, un certain nombre de personnes. Mais lorsque je rentre, moi j'étais dans un parti national ensemble, un parti qui s'est positionné au centre pendant longtemps, quoique dans le cas d'espèce, on a retrouvé dans le même gouvernement des centristes, des libéraux, des sociodémocrates, et je veux parler du gouvernement Kérékou. Et donc, ça m'a montré, moi, simplement que ça n'existe pas. La question idéologique n'existe pas. Si la question idéologique n'existe pas, il reste deux questions. Il reste l'affinité et le positionnement régional. Alors, l'affinité et le positionnement régional ont été des éléments qui ont sans doute joué en 2018 dans la création de l'UP et du BR. Aujourd'hui, nous partons à un autre recentrage qui n'est pas la fin, qui n'est pas encore la fin. Le dernier recentrage avant 2026 sera lieu après les législatives et ça va nous conduire jusqu'en 2026 où on aura les élections générales. Dès lors, va commencer la structuration réelle du système partisan. C'est parti pour durer 20 ans. Est-ce que c'est dans cette structuration que vous mettez cette suspension de l'UDBN avec de ses activités avec le BR? Oui, on va assister à toutes sortes de méli-mélo. Pour moi, lorsque déjà au moment de création, au moment où l'UDBN allait au BR, on entendait déjà que ce n'est pas fusion, ascension, fusion. Déjà que moi, j'ai déjà vu venir le danger. Parce que pour moi, ce qui s'est passé en 2018... Mais les responsables du BR parlent de fusion-absorption. Justement. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est un marché de dupes qui a eu lieu. Alors, le marché de dupes est logique dès lors que, incompréhensible, je veux dire, incompréhensible dès lors que la loi n'a pas géré ce volet-là. On ne peut pas tout voir, c'est à l'usage qu'on peut voir. Ce qui s'est passé avec l'UPB, avec le BR et l'UDBN, c'est qu'il y a eu volonté de se mettre ensemble. Or, il n'y a pas d'alliance. Alors, la volonté de se mettre ensemble implique de facto la disparition de l'UDBN. Ça, c'est ce que moi, en tant qu'analyste, j'ai soutenu pendant longtemps. Or, en matière de droit, là où la loi n'a pas clairement disposé, on remonte un peu à la jurisprudence et à la doctrine. Et dans le cas d'espèce, il n'est pas si évident que, une fois que les responsables de l'UDBN n'ont pas fait la démarche directe envers le ministère de l'Intérieur pour dire notre parti cesse d'exister, puisqu'il n'y a pas eu un congrès de fusion, la question reste posée. Donc, on est dans les deux champs où aujourd'hui, s'il n'y a pas une conciliation, s'il n'y a pas la sagesse politique qui est en jeu, je pense que ce volet peut aller devant la loi. Et dans les deux cas, on peut savoir, le contrat étant l'accord des partis, et une fois qu'on a vu cette alliance, ce groupement, qu'on dit, nous, UDBN, nous sommes désormais avec le BR, c'est que c'est une fusion de fait. Or, la loi dira que là où la loi n'a pas expressément, on peut dire là où la loi n'a pas expressément disposé, à partir du moment où ni le BR, ni l'UDBN l'a saisi, le ministère de l'Intérieur, pour constater de facto la fin de l'existence de l'UDBN, donc l'annulation ou bien la nullité de récépissé de l'UDBN continue d'exister. Alors, ministre Alain Adiou, lorsque vous suivez le raisonnement de Agapit Napoléon Mafourican, quelle est, votre analyse de cette suspension de l'UDBN avec le BR? Le rapprochement, Agapit n'a pas dit, ou il a dit autrement ce que j'ai introduit, ce que je disais déjà. Le rapprochement entre les différentes formations politiques aujourd'hui, notamment ceux les partis politiques de la mouvance, se font sur la base des intérêts du moment. Opportunisme, clairement. Donc, opportunisme. Ça aurait pu se faire sur la base des convictions. Des convictions. Même si nous ne devons pas forcément prendre en compte, tout à l'heure j'ai dit, ensemble d'idées logiques, avant de parler d'idéologie. Même si ce n'est pas indispensable que l'on le fasse, ou qu'on le fasse comme ça, c'est quand même important de se retrouver sur la base des convictions. Ici, et ça c'est l'une des grandes faiblesses de notre système partisan, système politique, il y a un peu trop de personnalisation des acteurs politiques. Un peu trop. Et c'est une très grande faiblesse. Ça fait que je m'entends avec tel, donc je me rapproche de lui. Je suis de telle région, donc je me rapproche de ceux-là. On a vu
à la constitution de ces deux blocs, on a vu ce genre de ping-pong. Certains étaient d'abord allés vers l'UP. Et après, ont quitté l'UP pour rejoindre le BR, peut-être pour faire équilibre, etc. Mais c'est la même chose qui continue là. C'est du désordre. C'est du désordre. Et ça embête, ça va déranger les citoyens qui observent. Les jeunes qui veulent s'engager en politique, il faut se poser des questions. C'est quoi exactement? La conclusion de ça, c'est que le système partisan, sa réforme, a encore du temps pour démontrer sa réussite. Elle est éprouvée. D'accord? Elle est très éprouvée. Donc, le départ de l'UDBN, je ne dirais pas mieux que ce que mon vis-à-vis vient de dire. Il n'y avait pas de conviction exprimée, coulée dans du béton, excusez-moi l'expression. La loi n'a pas interdit, donc permet. On ne se préoccupe pas de la dimension morale et éthique de la chose, donc on le fait. On le fait. C'est peut-être le PRD, on va en arriver là, mais c'est peut-être le PRD qui a mieux vu la chose aujourd'hui. Dire nous rejoignons l'UP ne suffit pas. Donc fusionner ne suffit pas. Les conditions sont là, bien sûr. Mais dire nous allons créer une nouvelle formation politique, on verra aussi ce que ça va donner, n'est-ce pas? Donc, le système partisan est éprouvé depuis très longtemps. La réforme montre aujourd'hui qu'elle a de grandes faiblesses. Donc, le débat reste entièrement ouvert. L'UDBN a posé un acte que beaucoup d'autres pourraient poser qui discrédite fortement la classe politique nationale. Ça discrédite la classe politique nationale. Tout à l'heure, Agapine Abdel-Mafouéka, j'ai noté dans votre intervention que vous avez dit que la loi n'a pas clairement disposé de certaines choses. Alors, là où la loi n'a pas clairement disposé, qu'est-ce qui rentre en jeu? Non, il y a une maxime vulgaire, hein, en fait, c'est l'adage, ce que la loi n'a pas interdit est autorisé. C'est un principe de droit aussi. Hein. Après, on regarde dans la jurisprudence. Pas l'UDBN. Non, je vais y arriver. Mais je voudrais relever. Non, le peuple n'est pas si perdu aujourd'hui qu'il ne l'était avant, monsieur le ministre. Avant, les partis étaient localisés, clanisés, familiarisés. Et donc, c'était chaque quartier avait son parti, chaque chapelle. Donc, dans un village, dans une commune comme Avrancourt, qui est la mienne, je sais, enfin, chaque village avait son homme politique et son parti et son clan. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Avant, on dit le PRD d'Adrien Mbedi, la RB de Soglo, de Soglo. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Donc, moi, je pense que la réforme du système partisan a réussi déjà à nous débarrasser progressivement. Il va le faire davantage des partis personnalisés, des partis patrimoine, des partis unipersonnels, des partis de timoniers ou de grands responsables qui financent, on ne sait pas d'où ils trouvent les financements d'argent et qui sont les manitous de leur parti. Aujourd'hui, la manière déjà dont la transition s'est faite au niveau de l'UP montre clairement que ce parti-là n'appartient pas à un individu, ça appartient à un groupe. Ce qu'on peut dire de Patrice Talon, j'anticipe, c'est qu'il est comme je veux dire, il est l'incubateur. Donc, il peut avoir des visions, il peut orienter. Je ne sais pas à quel niveau est son implication. Mais Patrice Talon n'est pas éternel. Et donc, au moins, lui, il est l'incubateur. Pour moi, la machine prendra réellement lorsque chaque parti va se libérer. C'est comme l'enfant dans le ventre. Il est lié aux parents. Mais après, la séparation se fait. Mais la séparation se fait à la naissance, parce que le placenta est coupé. Mais ça ne finit pas. L'enfant tête, mais à un moment donné, il y a totalement une rupture. Je pense que nous y sommes. Et pour moi, on avance. C'est déjà mieux que ce que nous avions. Ça, il faudrait que nous le disions. Le DBN, oui, le ministre l'a dit, je suis d'accord. Il y a une valeur éthique. Mais la politique, c'est un jeu des intérêts. C'est-à-dire que je ne vois pas un parti qui se crée pour être pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est le jeu de... Chacun a envie d'y être. Et donc, les partis politiques animent la vie politique nationale. C'est eux. C'est eux qui sont les acteurs des élections. C'est eux qui sont positionnés pour représenter le peuple, finalement pas l'élection. Donc, c'est logique que chacun se batte. L'UDBN a voulu se maintenir. Finalement, elle s'est rendue compte le parti s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il allait au BR. Mais il est allé au BR en profitant des faiblesses de la loi. Et c'est là que la valeur éthique et morale dont le ministre a parlé hier. Mais quelle est la portée, quel est le niveau, quelle est la portée de l'éthique ou bien la place de l'éthique dans la politique
de manière générale et dans la politique au Bénin. Moi, depuis 30 ans que je suis, 40 ans, en tant que militaire du PFPB, moi, je trouve que l'éthique qui existait en ce moment-là, que depuis 90, on est allé au renouveau démocratique. Moi, j'étais jeune adolescent, donc enfant adolescent, j'étais beaucoup plus moulé dans l'idéologie, le civisme, le patriotisme, comme inculqué en tant que parti de la Révolution populaire du Bénin, qu'après 90, ça a disparu. Donc, le militant de l'UDBN est mu par quoi? Il est l'idole de maman, madame la présidente. Et c'est logique. Madame maman se bat, madame la présidente se bat, la grande dame se bat. Elle, les JO, comment on appelle les JO, on dit non, les égéries. C'est elle qui est le. Et c'est logique que les gens chantent ses louanges. Donc, en se fondant dans l'UBR, est-ce que les responsables du BR ont mesuré la portée de sa carrure, de son importance? Ils l'ont banalisé. Qu'est-ce qu'elle reproche? Elle reproche aux responsables du BR de laisser les gens, les responsables que le BR a désignés pour être dans le dispositif commun et de choisir le BR lui-même. Donc, c'est la pratique à l'interne qu'elle dénonce. Moi, je ne dis pas qu'elle a raison, mais je dis, voilà ce que Maître Djikwi, qui est le porte-parole du parti, enfin, qui est celui qui est au devant aujourd'hui, c'est ce qu'il dénonce. Donc, est-ce que, dans cette valeur éthique, est-ce que, de l'autre côté aussi, le parti a joué, le BR a s'est montré à la hauteur, donc, de niveau de celle du parti qu'elle a, avec lequel il a consenti une fusion. Je finirai. Moi, je parle de la grosse faiblesse, c'est qu'on dit le mouvement temps se fond. Le mouvement temps, le tête de demander à ces militants d'aller dans le non. On ne se fond pas. Le parti politique, l'adhésion est individuelle. Logiquement, c'est que normalement, le BR de l'UDBN devrait demander à ses militants d'adhérer massivement au BR et de leur faciliter. Le BR devrait leur faciliter l'adhésion. Et là, on aura compris. Mais quand on dit qu'un mouvement, un parti politique qui a un récépissé adhère à un autre parti politique, je pense que c'est la faiblesse de la loi. Ça vous paraît anormal. C'est la faiblesse de la loi à l'époque qui a profité à tout le monde aujourd'hui et qui fait que nous avons une telle situation. Mais elle ne peut pas être généralisée parce que ceux qui ont fait la fusion de 2018 pour créer le BR ou le PE ne peuvent pas faire la même chose. Parce qu'eux, ils ont disparu de fait. Et de droit d'ailleurs, après les 6 mois où ils ne sont pas mis à jour, eux, ils ont totalement disparu. Donc, depuis 2018, combien de cas comme ça on a vu? On a vu les cas Irénée Agossa, il a quitté rapidement pour créer son nouveau. On a vu des cas aujourd'hui maintenant de l'UDBN. Karamato qui a quitté le BR n'est pas. Elle, c'est une personnalité, c'est pas un parti. Donc ça, c'est les mouvements qu'on a connus depuis 2 ans, 3 ans. Donc, alors Alain Adéo, je reviens vers vous. Est-ce que selon vous, on doit encore parler aujourd'hui au regard de la réforme de l'UDBN? Mais c'est toujours la question. Au regard de la loi, oui, parce que son récépissé reste toujours valable. Les faiblesses que mon vis-à-vis a dénoncées montrent clairement ce que je suis en train de dire. Il y a encore à relire. L'UDBN continue d'exister en réalité. L'UDBN, au regard de la loi, continue d'exister. Or, la loi dit aujourd'hui que les adhésions sont individuelles. Quand nous nous accueillons, quand les mouvements ou des partis politiques viennent, nous disons « OK », nous ne mettons pas la caméra là-dessus, mais nous disons « les adhésions sont individuelles ». Voici la procédure. Et les gens individuellement adhèrent. C'est ce que la loi recommande. Donc, c'est dans l'application de la loi par nos amis de la mouvance. Je précise bien ça. C'est dans l'application par les amis de la mouvance que nous observons cette grande faiblesse-là. Sinon, il suffit de respecter la loi. Si la loi avait été respectée, comme l'a très bien dit M. Agapit, c'est que l'UDBN, aujourd'hui, ne devrait plus exister au regard de la loi. Ces militants, ces responsables devraient avoir à adhérer individuellement au BR et la procédure que l'UDBN, en tant que sommet, devait suivre, c'est de déclarer au ministère de l'Intérieur, avec le BR, bien sûr, voilà, l'UDBN a disparu. Ce n'est pas fait. Donc, ils sont logiquement autorisés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas cette lecture-là qui est la mienne, moi. La lecture, c'est une lecture politique, une lecture éthique de la chose qui dit, mais quand c'est comme ça,
tout le monde se pose des questions. Nous sommes à quelques mois d'une grande échéance, une échéance qui qui détermine 2026, et il y a ces bruits de chaises à dérouter les gens. Ce n'est pas faux du tout ce que j'ai dit, même si mon vis-à-vis l'a relativisé. Aujourd'hui, les citoyens du Bénin, les jeunes notamment, avec tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, il y a un désamour de plus en plus prononcé entre eux et la chose politique. Et quand ils regardent ce qu'ils voient actuellement, ils se désintéressent davantage. Or, la politique, c'est une activité de grande noblesse, de grande responsabilité. Donc, il faut rapidement en finir avec ce désordre pour que nous reprenions le travail, parce que c'est un travail de très longue haleine. On ne construit pas un pays avec des partis politiques en régime démocratique au détour d'un régime, pas du tout. Donc, il y a du travail, qu'on en finisse avec ce qui se passe pour aller beaucoup plus loin dans les réformes. J'allais dire, dans le vécu des réformes. Les réformes, pour le moment, sont sur papier. On essaye de les vivre, qu'on s'impose de les vivre de façon authentique, de façon sincère, pour que cela se donne aujourd'hui à voir comme image, comme modèle. C'est ça qu'il faut construire. Passons rapidement. C'est ça qu'il faut construire. On vous a compris. Allez, Adiou, je retourne vers vous, Agapit Napoléon africain. Le cas Karamat Fagoum, qui a démissionné du bloc républicain, en croit certains responsables du parti, ils ont accueilli cette démission avec beaucoup de surprise au regard de l'amour que le bloc républicain a eu à manifester à l'endroit de Karamat Fagoum. Alors, si on peut comprendre le cas IDBN en disant que moi, la valeur éthique, l'éthique, moi, ce qui s'est passé n'a rien contre l'éthique. Hein. Ça pose un problème de morale, d'éthique, mais ce n'est pas encore le pire. Il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu cambriolage, il n'y a pas eu viol, il y a eu usage d'un droit. Il y a vol de la confiance. Non, il y a que chacun a utilisé un peu les ouvertures possibles dans un cadre politique que moi, je voyais venir depuis très longtemps et que les régions du BR auraient pu avoir. Vous savez, ce qui est dommage dans ce pays, c'est que les gens n'utilisent pas les services des consultants. Moi, je dis toujours, ou des experts. Moi, je ne prêche pas pour ma paroisse. Mais je dis une chose, il y a des gens qui sont en dehors de la scène. J'aurais pu adhérer à l'un ou l'autre. Je suis militant, très vieux militant, de bas âge. Ce que je veux dire, donc, j'aurais pu adhérer. J'ai fait en dehors du PPB, où j'étais encore très jeune, scolaire, mais j'ai fait le SEC d'études, j'ai fait le parti ensemble. Donc, j'étais membre du bureau directeur. Donc, mais pourquoi je regarde un peu de loin? C'est pas parce que j'ai pas envie d'adhérer. Parce que, quand vous regardez de loin, vous dites, mais non, les résultats vont sommer parce qu'ils maîtrisent tout. Mais dans le cas des biens, les membres du BR ont été totalement démissionnaires. Ils n'ont pas été visionnaires. La direction du BR a été démissionnaire, ils n'ont pas été visionnaires parce qu'ils devaient comprendre que c'est à eux de prendre les initiatives. Dès lors que des actes étaient posés, un constat d'huissier que les gens ont fait tel acte, ont saisi le ministère de l'Intérieur de tirer les conséquences. Et on n'aurait pas eu le cas là. C'est la confiance mutuelle, d'accord. Confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ou bien, donc, la vigilance. Ils ont manqué de confiance, ça allait arriver. Donc, en la matière, moi, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. C'est comme ça, c'est arrivé. J'espère qu'ils vont trouver les solutions. Je me demande, même dans cette affaire, qui va perdre ou qui va gagner. On est à 5 mois des élections. Je ne sais pas comment l'UDBN va rebondir pour pouvoir être présent sur le champ. Par contre, le cas Kavaramato est désobligé. Je pense que c'est le cas le plus typique du manque de l'absence d'éthique. Je pense que ce cas, il est franchement déroutant. Voilà une dame, je la respecte en tant que citoyenne et de sa liberté. Mais voilà une militante, une dame, respectable, donc je respecte, qui adhère, membre fondateur du BR, qui se plaint d'une situation donnée à un moment donné, ou en tout cas, au nom de quel, ou bien à l'intérêt duquel on a sanctionné quelqu'un, un autre militant, important de la région, qui plus est ministre du gouvernement. Et deuxième personnalité du parti. Parce qu'il y aurait eu des situations. Et voilà, pour rien, elle démissionne. Mais elle démissionne, là n'est pas moi mon problème. Mais elle démissionne pour adhérer à un parti fusionnaire. C'est-à-dire un parti qui est en voie de disparition. Alors là, se pose le gros problème d'éthique. En allant au PRD, moi j'aurais bien aimé qu'après sa démission, elle lui a attendu que l'heure sonne de la fusion
et qu'elle se présente dans la salle pour dire « Je suis une militante libre, je vais adhérer à la nouvelle dynamique ». Mais en allant d'abord au PRD, avant d'aller dans la est-ce que ce fusion, n'est pas une stratégie politique ça au regard pose, du communiqué que c'est le sûr. PRD a sorti après? Non, je trouve que ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas juge de son comportement. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais si on pose des problèmes d'éthique, c'est le plus gros problème d'éthique qu'elle a. Pour moi, c'est ça qui est déroutant. C'est ça qui perd même l'analyste se perd. Parce qu'on se dit, mais comment peut-on adhérer à un parti qui a vocation à disparaître si ce n'est pas une pratique ancienne de se positionner parce qu'il y a des élections qui arrivent. C'est-à-dire que ici, clairement, on voit que ici, on est encore encore à ce moment-là, de ces réactions-là. Mais moi, je me serais dit, s'il n'y avait pas eu le cas Abimola, je me serais dit, bon, ok, c'est ça, c'est son droit, elle a choisi. Mais quand je pense que autant je peux en vouloir aux responsables de BR en disant qu'ils ont manqué de vigilance par rapport au cas UDBN, autant je me dis que franchement, ils étaient très mal payés et beaucoup mal payés par Dame Karamatou, par son comportement. Et là, je trouve que c'est là que le problème d'éthique peut se poser. Mais peu ou prou, est-ce que la loi interdit ça? La loi n'a pas interdit, bon, on revient encore à la case départ. Mais, je finis, oui. Mais, ces atermoiements, monsieur le ministre, ces atermoiements ne peuvent pas nous dire que la réforme a échoué. La réforme est en cours. Oui, on en revient à la veille des législatives. C'est logique que ça se passe à la veille des législatives. Et le comportement de Dame Karamatou montre que c'est justement la pratique. Autant l'UDBN aura peut-être des difficultés pour se repositionner rapidement, pour avoir des sièges, je ne sais pas comment elle veut faire. Mais autant Dame Karamatou apparemment a réglé ce problème. Puis avec le PRD, alors donc dans les négociations, c'est sûr que dans les positionnements déjà, elle pense déjà aux législatives. Et donc, c'est les législatives qui nous balance dans une telle situation. Et le troisième temps va venir après les législatives, comme je le disais, qui va nous amener vers 2026. Donc, on est dans la logique des mouvements comportementaux ou des pathologies comportementales liées à l'activisme ou aux attentes politiques. Alors, Alain Adirou, dites-nous, quelle est votre opinion du cas Karamat Fabourou? Non, mais je dirais avec moins de force que ce cas individuel ne fait que confirmer ce que je développais. Et pour moi, puisque les adhésions sont faites individuellement, Karamatou est dans son droit le plus absolu. C'est vrai qu'il n'a pas rejeté son droit. Il est dans son droit le plus absolu de valser un peu, de quitter, d'adhérer. Contrairement à l'UDBN qui fait croire que le bloc va dans... C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Puisque l'UDBN est obligé de demander, si le parti veut respecter la loi, de demander à ses militants, la présidente, l'ancienne présidente tout au moins en tête, n'est-ce pas, nous adhérons individuellement et il y a des fiches. Ici, il n'y aura qu'une seule fiche. Et plutôt que d'aller directement vers l'UP ou l'UPRD, qui sera... Elle a dit, mais je rentre dans ce qui est en train de disparaître pour être avec les... Je rentre dans le PRD, pour être en même temps avec eux dans l'UPRD. Non, c'est ce que je dis. Je rentre dans le PRD pour bien me retrouver dans l'UPRD. D'accord? Donc, je le fais très rapidement. Même problème d'éthique. Même si ici, mon ami pense que c'est plus fort. Je dis non, c'est la même chose. C'est la même chose. Question d'intérêt. Sous-bassement de la chose. L'intérêt au plus bas niveau de la chose. Mais, comme je l'ai dit, ça montre que la réforme, à défaut de dire qu'elle a échoué, elle n'est pas encore une réussite. Elle n'est pas encore parfaite. Elle pose de vrais problèmes. La solution proposée par les amis, c'est une solution imparfaite. À la limite même non adaptée. Ils ont fait cette réforme-là parce que quelqu'un était là. L'incubateur dont il a parlé. Oui, ils ont tous conscience que Talon était là. Et aujourd'hui, ce qui s'annonce là, c'est Talon risque de ne pas être là en 2026. Alors ça annonce quoi? C'est également cette lecture qu'il faut faire. Nous sommes dans un environnement, c'est des comportements stratégiques. Hein. Nous sommes dans un environnement, 2023 bientôt, qui annonce 2026. Qu'est-ce qui est en train de... Alors, si c'est vrai que le président Djokwenou est
donne l'impression, ou ai-je, n'en sais rien, le pot de miel, eh ben, peut-être qu'il faut-il aller rapidement se positionner Alors, de l'autre Alain côté. Adiou, est-ce que Donc, selon vous, la conclusion, oui, Dame Karamat, Karamatou n'en fait que ce que les autres hésitent est-ce que ou selon feront. vous, Il y en a encore est-ce qui que sont selon annoncés, vous, on non? doit aller à introduire dans la réforme des dispositions qui visent à conditionner ou encadrer un peu les démissions et les adhésions? Ce que j'apprécie au niveau de la réforme et de toutes les réformes que nous faisons, c'est que les lois qui les portent sont toutes ouvertes. Elles doivent être encore relues. Et ce sera l'une des grandes missions de la prochaine... La 9e législature. La 9e législature. Il faut absolument relire ces lois-là pour corriger. Donc, c'est bon de noter aujourd'hui les insuffisances de dispositions de loi. C'est bon de noter tout ça pour que les députés de demain puissent corriger. Alors, Agapiti Mafoikan, je me retourne vers vous pour savoir, en tant que consultant, également chroniqueur politique, l'UPRD, si je veux prendre pour mot Alain Adiou, l'UPRD, qu'est-ce que vous en pensez, cette fusion entre l'Union progressiste et le PRD? Dans la logique de ce que le maire dit, oui, je suis d'accord. Ça fait me rassure. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est normal ce qui se passe. Il n'y a rien, Karamatou, Debienne, c'est normal. Lorsqu'on a relevé la valeur éthique ou morale de comportement de chacun, nous, on n'est pas des juges, pas des juges de la moralité de quelqu'un. Donc, mais on relève ici ou là. C'est logique parce que ça pose des problèmes. Mais ça pose des problèmes d'insuffisance. Mais pas d'imparfait. L'imperfectibilité est logique et humaine. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Donc, du coup, toute œuvre a valeur, a vocation à être perfectionnée, à être remoulue progressivement et à être adaptée d'ailleurs au contexte et à l'environnement. Donc, je pense que, oui, ce qui se passe aujourd'hui montre quand même que nous sommes sur la bonne voie. Comme je le dis, le cas des biens ne risque plus d'arriver. Parce que je ne vois plus un parti maintenant qui va accepter un autre parti de fondre comme ça. Et c'est là que je réponds à votre question. Et je l'ai dit sur un autre plateau. Je pense que le PRD et l'UP ont trouvé le bon filon. Et c'est là, le PRD dit, c'est l'UP qui nous a démarché. Alors, je prends simplement au mot. Je ne veux pas aller dans ce qui va peut-être passer dans les coulisses. Donc, l'UP, il faut saluer alors le doigté, il faut saluer alors la stratégie de l'équipe de Djokbenou en disant, oui, ils ont vu juste en allant vers un parti qui a son électorat, mais qui est un parti de type ancien. Un parti qui avait vocation à disparaître, qui se maintenait, parce que le parti a défini ses critères. Parti historique, parti machin, parti, ne peut pas dire, logo, couleur, sigle, tout ça là, il ne veut pas disparaître. Bon, et l'UP allait vers eux, en leur faisant peut-être une offre. Peut-être l'arc-en-ciel au-dessus de l'arbre? Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur secret, mais je trouve qu'ils ont trouvé le filon. Ils ont trouvé la voie juste. Regardez, en France, on a eu le parti gaulliste. À ce moment-là, on avait l'UDF. On avait le centre. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces partis d'il y a 20 ans, il y a 30 ans? Les gaullistes sont devenus après les républicains. Donc, avant d'être républicains, ils étaient quoi? Ils ont passé par une transversalité avec Chirac. Chirac, Sarkozy. Après, ils sont devenus aujourd'hui les républicains. Aujourd'hui, on a la République en marche, dont on ne connaît même pas l'idéologie. Parce qu'ils sont au centre, ils ont ratissé vers les autres, tellement qu'il n'y a que les extrêmes qui sont là. C'est dire qu'en fait, un parti a vocation à exister dans un temps donné et à disparaître. Parce que l'idée, la logique des idées dont parle le ministre, peut changer au regard de l'environnement et au regard des défis nouveaux et au regard des intérêts partisans des membres. Donc, dans le cas d'Express, je trouve que le PRD avait, en 2018, donné ces conditions. Le PRD aurait pu être dans le BR. J'ai toujours rêvé, j'avais pas rêvé, je ne suis pas membre du PRD, j'ai toujours pensé que sa place était là-bas. Mais le PRD vient de démontrer qu'il peut aller prendre le PRD et sans doute négocier avec le PRD les conditions d'une fusion et que de l'UP de décembre 2018, on peut partir à un autre parti, on peut retrouver un autre parti en 2022. C'est ça la dynamique. Pour moi, c'est ça une dynamique à mon humble avis. Ce n'est pas du tout la faiblesse que chacun voit, mais c'est la dynamique de la réforme du système partisan. Donc moi, je salue cet avènement qui répond effectivement à la réforme du système partisan. Alain Adiou salue également l'initiative? Non.
moi, je justifie autrement la démarche. 2019, je vous ai dit, moi, je fais une lecture politique. 2019, le PRD n'a pas pu participer aux élections législatives. 2020, il a tenté de le faire, il l'a fait. Ça veut dire quoi? Qu'il a réuni les premières conditions, les conditions de caution pour participer. Mais les 10% l'ont frappé. Il n'a pas eu d'élu. Et c'est l'UP qui lui a ravi la vedette dans l'OME Le Plateau. Les législatives arrivent dans 4-5 mois. La même chose risquait de se produire. Il va participer, sûrement, mais risque de ne pas avoir les 10%. Donc, que ce soit l'UP qui ait fait la démarche, cette démarche a rapidement rencontré l'adhésion du PRD. Comme je l'ai dit ailleurs, je voudrais attendre et voir quels sont les candidats, ce sera les candidats du nouveau parti, nouveau entre guillemets, mais on va voir les origines de ces partis-là. Je soupçonne que ce sera massivement dans l'OME Le Plateau d'anciens PRD qui seront positionnés. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis qu'il n'y aura rien de plus logique que ça. Le président du PRD qui va disparaître ne peut pas ne pas négocier ça et obtenir ça. Quand il va obtenir ça, Ça va créer des frustrations, sûrement. bien sûr, ils vont essayer de gérer. L'ancien PSD est là, va réagir, peut-être, ils vont contenir. Ce qui reste d'une partie de la RB, ils vont réagir. Ça fait le problème à l'interne de l'UP. Toujours est-il que ce que je disais, le PRD, ancienne formule, pourra retrouver, grâce à l'UP-RD, nouvelle formule, des élus à l'Assemblée nationale originaires du PRD et de ces deux circonscriptions électorales majeures, l'OME et le Plateau. Alors, je souhaite oui. qu'à l'issue de ça, à l'Assemblée nationale, que le PRD, si jamais il avait la chance d'avoir suffisamment d'élus, qu'on ne contourne pas les lois pour dire le PRD a la possibilité de créer un groupe parlementaire. Donc, il y a tout ça dans l'air que nous risquons de voir. C'est vrai qu'il y a des dispositions de la loi qui empêchent, mais comme nous savons le faire dans notre pays, on contourne la loi assez facilement. Donc, je crains que ce soit les vieux démons qui renaissent là, qui sont en train de renaître. Et je voudrais compter sur la jeunesse du président actuel de l'UP et peut-être ses préoccupations de demain pour que ce genre de dérapage ne se reproduise plus. Alors, UPRD, si je dois me tenir à Alain Adiou pour être plus rapide. Alors, cette fusion, la capitale Bloc-Africain va créer des frustrations. Comment vont se sentir les anciens PRD qui ont rejoint l'UP très tôt à la création du parti en 2018? Quels seront leurs positionnements aujourd'hui avec l'avènement d'Adama Barrow de cette formation politique? Ok. Non, quand le ministre dit souvent c'est une lecture politique, oui, ma lecture aussi est politique. Elle est politique, mais elle s'appuie parfois sur la loi, parce que c'est peut-être les deux défauts hein, d'être un peu juriste, un peu, bon, pas un peu, d'avoir fait du droit, et donc d'être aussi politique, je ne suis pas militant d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je l'ai été, et j'observe. Je suis plus actif peut-être que d'autres militants. Hein. Je voudrais d'abord passer. Parfois, le ministre lui l'a accepté. Il y en a d'autres qui disent non, je veux discuter avec un militant. Comme si ils ont fait une école de la politique. Il y en a qui ont fait débarquer du néant et ils ont fait 2 mois et ils disent qu'ils sont plus politiques. Bon, donc, ça, c'est un autre problème. Donc, ça, je voudrais juste. Je ne m'adresse pas au ministre, mais j'utilise un peu son expression. Non. Nous sommes en politique, justement. Et l'analyse que nous faisons est une analyse politique. Donc, le comportement du PRD est politique. Tout comme le comportement de l'UDBN était politique. Ou comme le comportement de Dame Karamatou est politique. En la matière, il n'y a pas de problème. Mais nous l'analysions au regard de nos positionnements idéologico, sentimentaux, politiques aussi.
Et donc, en la matière, nous n'avons pas la vérité, on n'a pas la science infuse, ni le ministre, ni moi-même, ni d'autres. Chacun se positionne par rapport à sa logique, à son raisonnement. C'est ça peut-être qui fait le charme de la chose. Le PRD est dans sa logique, effectivement. Le PRD a vocation à disparaître. Je l'ai dit sur 1000 chroniques. Sa vocation n'était qu'à disparaître dès lors qu'il y a cette affaire de 10%. Je l'ai martelé en 2019, en 2020, qu'il n'y a pas 5 partis qui peuvent avoir 10% sur l'échiquier politique national. Et avec l'avènement de l'UP et du BR, on ne pouvait que les deux. Il faut aller chercher peut-être de partis d'opposition qui va s'y ajouter. On est 3 ou 4 ou plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus que ça dans le contexte actuel. Après, on peut voler qu'à 5, mais pas. Donc, on peut avoir 1000 partis, mais il est évident qu'au terme d'une élection, on ne peut pas dépasser parce que le chef de 10% est là justement pour qu'on ne retourne pas à nos vieux démons. Et comme le PRD a fait l'expérience, moi je dis les restaurants qui sont aujourd'hui, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un, mais ils sont là par défaut. Le maire de Porte-Nouveau n'est pas défaut, le maire de Porte-Nouveau. Il n'a pas la légitimité de la ville parce que Porte-Nouveau a voté massivement, plus de 70% PRD. Mais après, le PRD n'est pas qualifié au niveau national parce que la volonté de créer des partis nationaux a fait que le PRD n'a pas eu vocation. Et donc, légalement, il y a un maire en place. Mais il n'est pas légitime. Au regard des Porte-Nouviens, même si vous mettez PRD et UP et B ensemble, leur maire n'aura pas la légitimité parce que la ville a voté massivement pour le PRD. Tout comme beaucoup d'autres communes d'alentour et de la région. Alors, que le PRD en tire les conséquences est une logique, est une bonne chose. Sinon, quand on parle de remontada, il ne voyait pas remonter, il ne peut pas remonter, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des incantations. Alors, oui, ils vont négocier leur positionnement. Oui, c'est logique de voir quand même d'anciens militants du PRD repositionner parce que c'est quand même leur fief de départ. Mais monsieur le ministre, dans 10 ans, qui va les retrouver encore là? Le PRD va disparaître avec la fusion. Donc le PRD n'existera plus. La canchette peut rester. On peut prendre même le palmier de Apiti. On peut ramener tout. Mais il va se rester. Ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, c'est que ce PRD-là, donc, qui est trop cher à Adrien Ngouedji, va disparaître. Tout comme Adrien Ngouedji disparaîtra de la scène politique. Comme beaucoup d'autres. On n'est pas immortel. Donc, ça fait que la logique d'aujourd'hui, je le dis toujours, c'est la phase transitoire. Moi, je voudrais que nos internautes comprennent la logique de la phase transitoire. C'est la phase transitoire, nous sommes aujourd'hui au début d'une nouvelle aventure. Oh, l'aventure ne se crée pas en 5 ans, en 10 ans. Ça peut durer son temps. La République en marche, parce qu'il faut quand même comparer, même si comparer de par région. Aujourd'hui, qui est le parti de Macron, qui l'a fait venir au pouvoir, le mouvement qui transforme la famille. Quand vous le regardez, c'est quoi? C'est le PS. C'est les gens proches de Fabius. C'est les gens comment on l'appelle, c'est pas Fabius, l'autre, oui, les gens proches de Fabius, les gens proches de Sarkozy, les gens proches de ci, de ça. Mais vous voyez, c'est proche d'individus, même s'ils ont des personnalités. Mais lui, il a pris, ils sont partis. Mais quand on a mis Édouard Philippe, Premier ministre, il y a 5 ans, mais il est proche de la droite, c'est la droite sociale. Mais excusez-moi, voilà, Juppé, je cherchais le merci. Donc, c'est les gens proches de Juppé plutôt. Juppé, même Fabrice, Édouard Philippe, proche de Juppé, droite sociale, comme on le dit, un peu sans droit. Mais aujourd'hui, on a dit quoi? Il faut faire une petite virée à gauche. On est allé chercher Elisabeth, celle qui est Premier ministre aujourd'hui. C'est ça, en fait, cet attelage montre quoi? On a beau être dedans. On vient de quelque part. Mais demain, on ne dira plus ça c'est de PAD. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'UP, vous voyez encore les gens de l'ARB, oui. Vous voyez encore les gens du PSD, oui. Vous voyez, mais dans 10 ans, qui sera encore RB dedans? Aujourd'hui, on dit, lui, c'est un ancien RB. Lui, c'est un ancien PSD. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va disparaître. Donc, comme je le dis, c'est un mouvement qui est en marche. Le PRD, l'inquiétude de monsieur le ministre va se calmer avec le temps. Donc, nous devons compter avec la valeur temps. Et les législatives vont passer. Les gens seront élus. En 2026, ce n'est pas évident qu'on soit dans la même logique. Par contre, des vérités peuvent toujours exister. Il peut y avoir des démissions, machin, reconstitution. Mais gardons le fil qu'il faut avoir 10%. Et ça, ce n'est pas du donner. Peut-être que des partis vont disparaître et d'autres vont se créer. Mais on n'aura plus l'échiquier qu'on avait avant. Et ça, pour moi, à mon âge, je me dis, c'est déjà bon.
Avec le temps, on verra la suite. Alors, allez à Diou, avec cette fusion UP-PRD, le BR aura-t-il du souci dans les départements de Lomé du Plateau? Le BR est supposé être un parti d'envergure nationale. Oui, justement, mais avec cette fusion. Donc, peut-être que si elle avait déjà des élus dans ces circonscriptions électorales, peut-être qu'elle aura des difficultés pour les conserver, vu l'arrivée sur la scène d'Adrien Hongwedji, enfin du PRD, dans les localités où on le... De Lomé du Plateau. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas impossible que le PRD rafle à nouveau des élus au détriment du BR. Mais le BR trouvera des élus ailleurs. Et si le travail était bien fait, si les jeux étaient ouverts, le troisième larron sera là, l'opposition, pour les calmer, pour leur dire, écoutez, vous n'avez plus la situation sous votre contrôle. Je voudrais finir en faisant un petit rebond sur ce que mon ami a dit. Oui, ces partis à l'intérieur ne renaîtront plus, c'est le grand souhait, à une seule condition, que ce qui les contient aujourd'hui n'implose pas. Je ne fais pas que ce qui les contient aujourd'hui n'implose pas. Voilà, que l'UP, le BR, c'est ça, ce qui les contient aujourd'hui, n'est-ce pas? Que ces contenants-là, n'implosent pas. S'il y a la catastrophe à ce niveau-là, ils vont se souvenir de là où ils étaient, de là où ils proviennent. Ils vont se souvenir de ça. Et ce sera la grande débandade. Donc, que tout soit contenu pour que 2023 se passe bien jusqu'en 2026. Alors, j'ai également une question à votre endroit, on est revenu la poser également à Agapit Maforican. Depuis la démission du professeur Joseph Diogounou de la tête de la Cour constitutionnelle, on a le ressenti que l'UP fait l'objet de grandes convoitises. Non. L'opposant que je suis, membre de FCBE, peut vous dire non, avec force. Si l'UP fait l'objet de grandes convoitises, c'est que l'UP est très désirée, c'est que l'UP a confiance en elle-même. Et si elle était sûre de cela, elle n'irait pas menacer des élus, des formations de l'opposition, notamment FCBE, à des endroits bien précis, Kandi et Banté par exemple, pour dire, si vous ne venez pas à nous, vos circonscriptions, vos villes, vos villages ne seront pas développés. Je n'en dis pas plus. Si l'UP était convaincue de ce que vous dites là, c'est vrai, vous êtes journaliste, elle n'entreprendrait pas ça. Le président Diogbenou en tête, avec la vice-présidente de la République. Madame Talata, elle est vice-présidente de la République en fonction, avec des activités partisanes de cette envergure-là. Le débat se fera un jour. Alors, non, l'UP n'est pas en si grande confiance. Alors, Agapit Maforican, c'est la même question. D'abord, moi, j'estime qu'il n'est pas interdit à la vice-présidente. Elle est politique, elle vient d'un parti politique. Et donc, tant qu'elle n'utilise pas les attributs de sa fonction, elle est libre d'être militante. C'est parce que la loi n'a pas donné de précision. Et ce débat-là, moi, je l'ai fait, même en étant à la HAC, à un moment donné. Oui. Même en étant à la HAC, j'estime qu'à un moment donné, il ne faut pas que nous cloîtrions, bien que nous nous enfermions dans ce que... La loi, c'est la volonté exprimée par une majorité à un moment donné, et sur la base d'un certain nombre de défis du moment. Quand la loi n'a pas dit clairement, et quand ton éthique te permet toi-même d'aller vivre, je préfère ceux qui opèrent en plein jour que ceux qui opèrent en pleine nuit. Donc pour moi, que la vice-présidente, provenant d'un parti politique, fasse des activités politiques, donc, comme Mme Talata, vice-présidente de la République, faire des activités politiques, je vois que c'est son droit, puis la loi ne l'a pas interdit. Elle n'est pas allée avec des attributs de pouvoir. Je me rappelle Albert Ivoisin, que vous connaissez très bien, ministre du Plan, président du parti LCC à l'époque, était allé dans le Mono, Koufo, pour une activité. Peut-être que vous y étiez à l'époque, je ne sais pas. Je me rappelle pas. Donc, c'était en 97. Et il avait son véhicule, il a fini d'inaugurer ce qu'il voulait faire, des réunions. Et il finit là, il dit, bon, je convoie mon véhicule sur Cotonou parce que là maintenant, je rentre dans l'activité politique.
Et effectivement, il rentre dans son véhicule privé 4x4, tout ça là. Le garde-corps est passé de l'autre côté. Il est rentré dans son véhicule devant, ou bien non, derrière. Mais c'est un civil qui est rentré dans sa voiture. Et effectivement, aucun cortège officiel ne l'a accompagné sur la suite. J'étais en couverture médiatique. Et il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Voilà. Et j'ai apprécié à l'époque. Voilà. Donc, si madame l'a fait, si madame ne tue pas les attributs, madame est à l'état, je trouve que ce n'est pas un problème dans l'absolu. Donc, ce serait un problème si elle les utilise. Si elle va faire l'activité politique voilà. avec des attributs de l'État elle-même, je pense quand même qu'elle doit savoir qu'il y a une dissociation à faire de cette chose-là. On n'a pas le lieu. L'éthique, là maintenant, on n'est même pas dans l'éthique, on est dans la loi. On est dans la loi, ça fait une confusion un peu de rôle. Mais moi, ma question, c'est au niveau du l'UPR sereine. Moi, je ne suis pas dans l'UP. Mais vous voyez, le conquérant, c'est quoi? Je prends la première part parce que ça me revient de droit et l'autre, je le prends parce que je m'appelle Lion. Le conquérant occupe le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première force politique, c'est l'UP. On voit le BR qui doit aller à la conquête des autres d'or. On voit les partis d'opposition qui doivent regrouper leurs forces, fusionner. Pour moi, c'est aussi clair que ça. Le ministre représentant de la FCBE, c'est la FCBE qui occupe aujourd'hui le terrain. Mais aujourd'hui, quelle est la force de la FCBE par rapport aux démocrates? Moi, je ne sais pas. Il y a le MPL, il y a le Rassemblement RLC, il y a tout ça là. Mais au lieu que la FCBE se retrouve pour dire faisons front, pour être fort, au lieu que le BR aille conquérir de nouveaux espaces, c'est plutôt l'UP qui est déjà le premier parti, qui va à la conquête, qui va à l'offensive. Moi, je pense que, monsieur le ministre, au lieu de ce que vous avez dénoncé, même si c'était vrai, moi je pense qu'il faut aller tenir le langage contraire. Il faut être présent sur le terrain. Il faut aller parler, c'est de bonne guerre. Pour moi, j'estime que l'UP, aujourd'hui, doit faire peur aux gens. Oui, depuis l'arrivée de Jobbenou, oui, Jobbenou est jeune, il représente peut-être l'avenir de la réforme de ses partisans. Les gens disent le dauphin, mais c'est trop tôt d'être dauphin en 4 ans de fin de mandat ou en 3 ans et demi. Mais il est aujourd'hui quand même l'un des visages de l'après-talon, quel que soit son emplacement, son emplacement. Et l'UP aujourd'hui se positionne déjà comme le parti politique béninois. Alors, on parle en droit, on va parler du parti dominant, mais il faudrait encore que les autres se réveillent. Ce qui se passe aujourd'hui doit réveiller le BR. Moi, je pense que le PRD qui adhère à l'UP, Dame Garamato qui rejoint le PRD adhérent à l'UP, des adhésions que l'UP aura bientôt, par-ci, par-là, n'empêcheront pas que d'autres quittent le navire. Parce qu'ils ne seront pas positionnés. Donc, vous parlez de mécontentement. Oui, il y aura des mécontents. Mais ils iront où? Ils iront là où ils voudront. Mais est-ce qu'ils seront mieux lotis là-bas? Je pense que nous sommes de plein pied dans la problématique de la réforme, effectivement. Elle est en marche. Et elle démontre les effets attendus. Il y aura des rechamboulements. Mais ce que le ministre n'aura pas lieu. C'est-à-dire les positionnements claniques, régionaux. Pourquoi? Ils peuvent se créer. C'est comme les mouvements. Mais ils auront quelle valeur sur le terrain? Il faudra qu'ils aillent aux élections, qu'ils aient dit, par exemple, Moël, par exemple, se maintient. Par exemple, Moël Bénin, se maintient. Jacques Ayadji, patron du Moël, prend fort dur que je parle. Moi, vous pensez que Moël doit aller aux élections? À 5 mois des élections, je ne veux plus me prononcer sur Moël, non. Ni sur le BR, parce que je ne suis pas, je n'ai qu'une voix d'électeur. Donc, à 5 mois, je ne peux plus dire non. Attendons de voir. Mais il est évident que ceux qui se regroupent seront plus forts. Et plus ils sont forts, plus ils vont occuper le terrain. Et même des mécontentements, par-ci ou par-là, ne peuvent plus atteindre leur hégémonie. Tant qu'il y a une vision qui les pousse. Et aujourd'hui, il y a une vision, tout au moins en 2026, avec Jobbenou et son équipe, moi je pense qu'il y a une vision qui pousse l'UP et qui peut booster. Moi je ne vois pas l'UP, je vois les autres. Le BR doit prendre l'exemple sur ce qui se passe. Pas de faire les mêmes choses, mais définir une vision, une stratégie. L'opposition doit définir une vision et une stratégie, ce qu'on ne voit pas réellement sur le terrain. Et c'est ça qui est ma déception un peu, ou en tout cas, mes appréhensions, c'est plutôt l'opposition qui reste un peu apathique, qui regarde ça un peu comme un jeune spectateur, qui a l'impression d'être tétanisé, qui ne bouge pas du tout, et que de rester individu, FCBE, démocrate, MLP, MPL, tout ça. Alors, ça m'inquiète. Alain Diou, tout à l'instant, Agabi Navoma Frégan évoque
un problème, une problématique aussi au niveau de l'opposition. Des interrogations subsistent de savoir à quand des fusions au niveau des partis d'opposition pour plus d'efficacité et d'efficience sur le terrain politique. Avant de répondre à la question, je vais faire deux petites parenthèses rapidement. L'UP ne fait pas peur. C'est l'UP qui a peur. Et les autres partis de la mouvance... Non, 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 non. Vous savez pourquoi? C'est une aubaine. Ce que le président Talon a réussi le plus, c'est d'avoir fait du peuple, dans sa grande majorité, son opposant. C'est d'avoir fait du peuple, dans sa très grande majorité, son opposant. Allez poser des questions, vous le savez très bien. Les réalisations physiques à elles seules ne suffisent pas. Elles sont certes importantes. Le débat d'aujourd'hui ne porte pas sur ça, sinon on va faire le développement. Donc les réalisations physiques à elles seules ne suffisent pas. Donc ce sur quoi le président Talon et son équipe peuvent compter est fortement à relativiser. Et c'est ça la chance, entre guillemets, de l'opposition. Mais ce n'est pas une chance que l'opposition peut prendre, dont elle peut se saisir, si elle ne faisait pas une offre intéressante, une offre politique intéressante. Et c'est à cela que l'opposition travaille. Elle n'a pas autant de moyens que les amis d'en face. Je veux juste donner une précision. Quand on prend les 3 milliards de financement public, on dit rapidement qu'on distribue 3 milliards à 3 partis politiques. Et les gens pensent que chaque parti politique reçoit 1 milliard. C'est tout à fait faux. Ils sont 3 partis politiques à se partager les 3 milliards. L'UP, le BR et FCBE. L'UP et le BR sur 3 milliards reçoivent 2 milliards 742 millions. Et il reste 258 millions pour FCBE. Vous pouvez aller faire le pourcentage. C'est vrai que les députés, tous de la majorité du chef de l'État, ont mis en place les critères de la loi pour se répartir ça. OK? Donc, c'est la loi qui est respectée. J'ai toujours parlé d'éthique, de morale, etc. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est le financement public, ce sont les contribuables. Donc, les gens de l'opposition, FCBE notamment, ne fait pas du bruit. Ils travaillent. FCBE travaille. Si on ne travaillait pas, est-ce que nous allons constater que dans les circonscriptions électorales où nous sommes majoritaires, où nous contrôlons l'appareil local, disons ça comme ça, le gouvernement local, est-ce que nous allons dire que les gens de l'UP sont venus démarcher les nôtres et mettre la pression, etc. Non. Donc ce que j'ai dit, je n'ai pas évoqué ça comme ça. C'est des cas concrets dont nous sommes en train de parler. D'accord? Donc, l'UP, ce n'est pas qu'elle est en situation, en terrain conquis, non, c'est elle qui a peur. Et au niveau parce que sur le terrain... Maintenant, par rapport à la fusion n'est pas une obligation. OK? Mais je suis bien placé pour vous le dire, pour vous dire ce qui s'est passé. Il y a environ 4 mois, un exercice de rapprochement des forces de l'opposition était en cours et aurait pu se solder par Eureka, nous avons trouvé, nous avons gagné, et l'opposition, pas fusionnée en tant que telle, mais s'est mise ensemble dans le cadre d'un cadre de concertation pour travailler. Le chef de file de l'opposition, en même temps qu'il est le secrétaire exécutif national de FCBE, a pris son bâton de pèlerin, a d'abord rencontré les présidents d'institutions et surtout après les présidents des partis politiques se réclamant de l'opposition. Et un travail a commencé. Une équipe a été mise en place, des comités techniques ont travaillé à l'avènement de ce cadre de concertation. Mais il a fallu à un moment donné un seul parti politique se réclamant de l'opposition pour des considérations que j'appelle personnellement des considérations de personne, pour dire non, nous rions dans le brancard, ça ne nous intéresse plus, etc. Ça s'est arrêté. Vous savez, il s'agit de partis politiques. Ceux qui sont en apparence forts aujourd'hui, forts entre guillemets aujourd'hui, ne le sont que sur la base des élections passées. Et chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est le pouvoir, entre guillemets, que les citoyens électeurs confèrent qui donne la force. Attendons tous 2023. Et on saura qu'actuellement, l'UP est le premier parti du Bénin, il est de la majorité, ou elle est de la majorité, le BR, le deuxième parti, et FCBE, le premier parti de l'opposition, le troisième parti du pays. Okay? Attendons de voir ce que les électeurs vont décider de faire
dans 4-5 mois. Donc, Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dira, OK, les choses ont changé. Et moi, j'y crois fortement. Et FCBU fait ce travail sur le terrain. fait ce travail sur le terrain. Alors, Agapé Napoléon Mafoïkan, pour finir, tout à l'heure, vous avez parlé du réveil du bloc républicain. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vous craignez une disparition du BR aussi? Non, non. Ou qu'il y ait une Moi, fusion, mon rôle n'est pas- absorption mon entre rôle- le mon BR rôle et n'est pas- l'UP? Mon rôle n'est pas de spéculer. Moi, j'analyse. Oui, Donc, justement. pour moi, le bloc républicain est sur le terrain. Il y a aux élections, aura 10% au niveau national. Ça, c'est déjà des partis qui occupent le terrain. Donc là, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. C'est évident que l'UP a pris, quelle que soit la présidence qu'on peut avoir, je ne sais pas spéculer. Quand on regarde en addition de 2019 à aujourd'hui, l'UP a maintenu sa présence sur le terrain, comme l'FCBE, comme le BR. Mais il se fait qu'il y a une versant au niveau de l'opposition, il y a un versant, c'est le versant des démocrates. À partir du moment où l'FCBE n'a pas réussi à faire le grand bloc autour d'eux, hein, en laissant de côté les démocrates, qui les ont fragilisés. Parce que les ayant d'abord traités de tous les maux, et les démocrates ont fini par s'exécuter sans aucun rien de nouveau. Alors donc, on a vu, si on doit analyser ce volet, on verra que le bluff est du côté des démocrates. Mais il se voit que le FCBE ne capitalise pas ça sur le terrain, même si c'est les gens qui se retrouvent sur le terrain de regroupement. Le financement politique, oui. Mais le ministre disait qu'ils se sont retrouvés, les députés. Non. En 2018, c'était le Parlement de 2015 qui a fait les réformes. Et le Parlement de 2015, ce n'était pas le Parlement mis en place par Patrice Talon. C'était la 7e législature. C'était la 7e législature. Donc, le financement, les modalités du financement ont été mises en place par ce Parlement-là. Mais la mise en œuvre a commencé, tout le monde souhaitait ça. Le Parlement de 2019, en 2019, il n'y a pas de... Donc, c'est au niveau des... Je pense que le financement, c'est au nombre de députés. C'est par rapport aux élections. C'est un certain nombre de critères qui profitent aujourd'hui aux deux partis qui ont été aux législatives et qui ont plus d'élus aux élections communales. C'est logique. Après, en partir de 2023, ça peut changer. Mais pour le moment, c'est eux. Donc, c'est logique ce qui se passe. Non, la loi a été revue. Je m'excuse, la loi a été revue. En 2019. Nous avons été au dialogue politique. Voilà. Voilà. Et en 2019. Et au cours du dialogue politique, les partis politiques ont dit c'est tellement difficile de gérer un parti politique, puisque le financement pointé à l'horizon, qu'on va mettre ça en application, autant trouver une formule pour que même les partis politiques qui n'ont pas d'élus puissent avoir quelque chose pour... Je ne dis pas que ça a été formellement retenu et que cela s'imposait. C'est à la relecture de cette loi-là sur le financement public que les députés de la 8e législature ont attribué 40% de la cagnotte, entre guillemets, aux partis qui ont des députés et les 60% aux partis qui n'ont que des élus à la base. Et c'est ça qui est en train d'être appliqué. D'accord? Et je n'ai pas dénoncé la chose, mais j'ai simplement dit que l'opinion publique, grâce aux journalistes peut-être, ou à cause des journalistes seulement, pense que les trois partis se partagent chacun 1 milliard. Ce qui permet aux gens même de dire, que le FCBE est la troisième force de talon, etc. Non, donc, c'est pour dire non. Au regard de la loi, voici ce que FCBE prend. Et voici ce que les autres prennent. Les partis politiques d'opposition qui n'ont pas accès à 258 millions vont dire mais FCBE a quand même quelque chose. Ce qui n'est pas faux, n'est-ce pas? Voilà. Merci donc, à vous. Allez, Adilou. Juste par rapport oui, au BR. quelques secondes pour finir. Non, le BR ne disparaîtra pas. Mais ce qui va se passer, c'est que le jeu est ouvert. On va regarder un peu ce qui va se passer lors des législatives. Je pense que l'opposition a une carte à jouer si elle se met vraiment sur le terrain. Et je sais que le BR doit sortir de son cocon, de sa léthargie. J'ai l'impression que le parti aussi... Non, il a encore une carte à jouer. Il est déjà sur le terrain. Il a des cadres, il a des responsables bien positionnés. Je pense que le jeu est encore ouvert, même si l'UP a une longueur d'avance. Les autres ont encore leur petit rôle à jouer, leur grand rôle à jouer. C'est peut-être ça aussi qui fait le charme de la chose. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan. Je rappelle que vous êtes juriste consultant, analyste politique, chroniqueur politique. Merci également à Alain Adiou,
acteur politique, ancien ministre de la République. Merci à tout un chacun pour l'attention. Chers amis, c'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain.